Ok, bonjour, bienvenue. Je vous propose un enregistrement suite à la conférence donnée le 11 novembre au CHUV, qui a été la journée de formation des spécialistes en santé sexuelle par l'association Alex. Et je suis intervenue pour une conférence sur le thème « Femmes en situation de handicap, l'impact d'une double discrimination sur nos pratiques professionnelles ». Donc je vous propose, avec cette vidéo, de vous présenter cette conférence euh, à travers les dias et ma voix. Il n'y aura effectivement pas de possibilité d'interactivité, mais je reste vraiment à disposition par la suite pour avoir des échanges, pour un retour sur ce que vous en avez pensé, pour compléter et continuer de faire vivre ensemble nos pratiques professionnelles sur ces questions. Alors, voilà, donc ces questions vont nous permettre d'aborder la question de la sexualité plurielle, du handicap toujours pluriel aussi, des femmes singulières et plurielles, et de la double discrimination. Qu'est-ce que cela engage de différent pour nos pratiques professionnelles? S'ouvrir à ces questions va nous emmener à visiter la question du positionnement, la question des enjeux, du modèle, de la discrimination, de voir quelle approche est possible, ou plutôt quelles sont les approches possibles, quelles sont les différentes offres possibles. C'est un fil à suivre et aussi des invitations à partager, je vous l'ai dit, hein, j'attends volontiers vos retours d'expérience par la suite pour qu'ensemble nous puissions tisser la toile de nos pratiques. Alors, le positionnement pro, je crois que ma première invitation, c'est d'inscrire quelque part sur un papier que vous avez peut-être à disposition, votre identité pro. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi? En 2 mots, hein. À quoi ça sert? Pour qui? Vous vous adressez à quel public? Et quelle est votre approche? Mon identité professionnelle est la suivante. Je suis Christine. Je suis sexopédagogue, formatrice, consultante en santé sexuelle, accompagnatrice de l'intime, artiste. Je travaille en tant qu'indépendante. Mon site s'appelle Sphère Intime. Et je suis aussi membre du comité CEP. Vous trouverez d'autres informations sur le site du CEP. Et c'est pour ça aussi que sur certaines dias, il y a le logo du CEP. Mon positionnement, il s'est construit sur un cheminement d'expériences professionnelles, de cursus de formation multiples et diverses. Et je crois surtout d'histoire de vie. Pour moi, chaque histoire de vie est un enseignement. Et c'est sans doute là que j'ai pu construire mon savoir expérientiel, ou j'ai envie de plutôt dire mes savoirs expérientiels, que je pose tout à fait à égalité des enseignements académiques que j'ai reçus. Je me considère comme experte. Il n'y a que moi qui sais ce que je sais, et tant mieux. J'essaie le plus d'être autonome, indépendante et responsable. Et c'est important pour moi de prendre conscience de la place que j'occupe, de prendre soin de mon ancrage, de travailler l'alignement, de donner du sens dans ce que je fais et d'être le plus dans sentir la sécurité et la confiance pour pouvoir justement aller dans les zones d'inconfort. Quelques mots sur Sphère Intime. Donc, Sphère Intime, c'est une invitation à réenchanter l'intime en développant de sa dimension sacrée pour que, comme les fleurs, nous osions le dévoiler la beauté de chaque pétale de notre cœur intime dans des espaces de partage. Mon intime est en chacune des pétales, reliée à mon cœur. Dans ces pétales, vous allez trouver mon corps, mes sens, mes émotions, mon corps intime, ma danse, mon imaginaire, ma voix et mes voies d'expression. L'intime ne se limite pas au vécu d'une sexualité. L'intime, c'est aussi et surtout une source infinie de créativité et d'expression créatrice. Dévoiler chaque pétale de l'intime, ça donne accès à des informations pour partager de l'intime et vivre une sexualité libre et consentie. Et c'est une source infinie de créativité. L'intime partagé aujourd'hui sans cesse à inventer,
à créer et à transformer. Alors, il y a quelques prérequis au partage de l'intime. Déjà, partir du fait non discutable que j'habite pleinement ma sphère intime, qu'il ne me manque rien, que j'ai été livrée avec le kit complet pour jouir de la vie, que mon corps est absolument parfait. Je suis être aimé, aimant et aimable. Et c'est ça, en fait, qui constitue ma sphère intime. L'intime demande de cultiver le sensible, de nourrir l'érotisme et d'honorer le vivant. Euh, j'aime, oui, j'aime les images, j'aime la beauté du monde végétal qui m'entoure, du monde floral notamment. Et c'est la subtilité du vivant à l'intérieur des fleurs. Donc, mon cœur intime est un mystère, une source d'une infinie beauté. Il se dévoile sous condition d'être dans un espace d'amour inconditionnel. Là, je me laisse voir telle que je suis. Mon offre d'activité pour réenchanter l'intime, elle s'inscrit sur 3 axes: la création artistique, la sexopédagogie, l'accompagnement de l'intime. Et pour moi, c'est place au corps, à la créativité, au partage du cœur et à la liberté de l'esprit. Donc, j'ai des créations artistiques, sexopédagogie et accompagnement de l'intime. Voilà. Je pense qu'il est très important d'être clair sur nos positionnements pro parce que ça va, du coup, clarifier nos identités professionnelles. L'assemblage de nos positionnements professionnels individuels forme un tableau coloré de nos pratiques. Ça permet donc d'en voir la richesse, mais ça permet aussi d'être identifié pour le réseau et pour nos différents publics. Que les gens, quand ils s'adressent à nous, ils sachent qui fait quoi. Ça permet la reconnaissance de la place de chacun et de chacune, et ça permet d'être dans un système coopératif. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la question des enjeux. Donc, ma deuxième invitation, c'est de prendre le temps de sentir la résonance des enjeux en lien avec l'accès à la réalisation des droits sexuels, quel que soit son handicap et quelle que soit sa sexualité pour tous. Mais là, on va plutôt se concentrer pour les femmes en situation de handicap. Si cet accès est ouvert, si cet accès donne droit à la réalisation sexuelle pour les femmes, quels sont les enjeux en fait? Les enjeux sont au niveau personnel, les enjeux sont au niveau interpersonnel, au niveau du groupe et au niveau sociétal, hein. Où est-ce que ça résonne? Quelles questions ça soulève? Il y a vraiment des enjeux à tous les niveaux. D'accord? Pas la peine de dire: «Mais non, ça fait rien, on est OK pour tout», c'est pas vrai. Ça touche au niveau des sensations, ça touche au niveau de nos émotions, ça touche au niveau de nos pensées, que ce soit individuellement, dans le relationnel, pour le groupe, pour la société. Donc forcément, s'il y a des enjeux, ça implique toujours, des r souvent malheureusement pas des actions, mais des réactions assez vives. Ces enjeux, ils sont en lien avec notre monde en mutation. Ces enjeux, ils sont similaires au mouvement de l'ensemble des minorités. Pour moi, la bataille des femmes contre les violences sexuelles et sexistes, la lutte contre les discriminations à travers les revendications LGBTQIA+, la demande de considérer les variations de l'identité de genre et du développement sexuel comme une richesse, le droit à l'accès à une sexualité plaisir pour tous, toutes, quel que soit son handicap, les nouvelles formes de séduction à travers les médias, comme l'envoi d'images à caractère sexuel, les revendications des aînés en EMS à continuer de vivre une sexualité, eh bien, ont toutes en commun qu'en s'exprimant au grand jour, ces minorités bousculent les codes et les normes en vigueur dans le domaine de l'intime. Elles remettent en question les conventions et demandent une évolution des limites établies. La bonne nouvelle, c'est que ces minorités, quand elles sont mises ensemble, elles forment une majorité. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les codes et les normes en vigueur perdent peu à peu sens et donc pouvoir. Nous sommes
Donc là, confronté à une remise en question d'un système construit autour d'un modèle de la sexualité humaine, on pourrait même dire autour d'un modèle relationnel, nous sommes face à une remise en question des savoirs construit autour d'une hiérarchisation des savoirs et donc une remise en question des pratiques professionnelles qui se sont construites sur le modèle prédominant de la sexualité humaine et des savoirs académiques. J'ai à revisiter ma pratique professionnelle. Donc c'est ça, déjà, ces questions-là, elles ne me vident pas juste à me déplacer, mais vraiment à recréer ma pratique professionnelle. Ensuite, elle touche à la sexualité et donc du coup, elle touche à un modèle de sexualité humaine. Je pense que la troisième invitation, c'est de dessiner les traits et les caractéristiques du modèle de la sexualité humaine prédominant, représenté dans les médias. Comment sont les corps? Comment sont les scénarios? Comment ça joue? Quelles sont les mises en scène? Qu'est-ce qu'on nous donne à voir? Alors, je crois que ce n'est pas un grand secret de dire que la plupart du temps, le corps, il est parfait et c'est ce qui sous-entend que le corps, il est désirable. On nous laisse aussi avoir des scripts où il est question de quelque chose à faire. Donc, il y a toujours cette idée de performance et aussi cette idée de compétition. Quelle est la plus belle pour aller danser, d'accord? C'est toujours des scripts extrêmement hétéronormés et cisnormés. Ok. Les personnages sont quasiment toujours valides. Les scénarios sont prévisibles, hein. Vous avez qu'à regarder, c'est super la période. Heu, chaque année, c'est la même affaire, mais période pré-Noël, vous avez le droit aux histoires d'amour en période de Noël. Alors allez regarder un petit peu les scénarios, ils sont imprévisibles, hein et surtout cette prévisibilité, elle valide des scripts relationnels, quoi. Comme si c'est ça qui va permettre de vivre cela. Quand il y a la question de la parentalité, les parents, ils sont forcément valides. Alors, c'est un peu bref, hein, il y aurait de quoi, je pense, faire un exposé pendant 1 heure et demie là-dessus, voire une journée. C'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, hem, juste pour dire, quand des grandes chaînes, signent comme quoi elles intègrent, dans leur scénario, des minorités, en fait, oui, mais non, parce que ces minorités, quand même, elles rejouent, heu, les modèles des dominants. Bah, je vous donne un exemple, dans le dernier, c'est un peu facile, mais dans la dernière série de Disney là, Le Dernier Homme, ben, l'héroïne, enfin une des héroïnes possibles, heu, elle, elle est métissée, d'accord, bon, bah, super, elle est métissée, on a beaucoup avancé, mais surtout, si vous allez regarder, son corps, ben, elle est bâtie, enfin, c'est une bombe, quoi. Donc finalement, elle a tous les caractéristiques du super-héros et en plus, elle a une attitude, des comportements du super-héros. En fait, on a juste changé le super-héros mâle dominant, contre une héroïne, heu, femme dominante et au corps, aux menstruations, magnifiques. Voilà, donc en fait, on n'a rien gagné du tout, même si sa couleur de peau et son genre étaient censés amener de la diversité. C'est juste plus de la même chose. Voilà. Alors, toutes les propositions des scénarios sont colorées avec une vision hétérosexuée valido-centrée. C'est hyper fort, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est le reflet d'une société où il y a performance, consommation, compétition. Ah, vous pouvez les regarder, ils consomment aussi, ils sont toujours dans des super restos, enfin, c'est incroyable. Il y a toujours du champagne. C'est influencé par la mise en scène de rapports de pouvoir, toujours. Pour ceux qui ont un petit blanc sur, qu'est-ce que ça veut dire le valido-centré? L'intérêt là,
cette idée qu'il y aurait des bons et des mauvais corps. Donc, du coup, on va mettre en avant les bons corps. Les autres sont rejetés des scénarios ou sont infantilisés dans les scénarios et ils sont quasiment entravés au niveau de vivre une sexualité. Donc, vous aurez des personnages peut-être effectivement qui auront un corps avec un handicap et il sera quasiment jamais sexué ou complètement, voire même pire, infantilisé. Alors cela, ça induit des comportements, des attitudes, des phrases qui, l'air de rien, vont laisser des empreintes qui sont tellement fortes que c'est même quasiment autour du système nerveux que ça se passe. Ça induit vraiment des manières d'être en relation et surtout, le pire, c'est que ça ne laisse pas place à de nouveaux scénarios et ça limite vraiment, c'est possible, ça élimine des possibilités. Alors si ça vous convient, ben c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est quand même extrêmement là dans l'inconscient collectif. Et quand c'est inscrit dans l'inconscient collectif, c'est vraiment extrêmement difficile à dépasser. Donc, il faut avoir cette notion-là. C'est pas... ouais, c'est là. Ces scénarios, ces scripts, ils sont là. Qu'on le veuille ou non, qu'ils nous appartiennent ou qu'ils ne nous appartiennent pas, on les porte quelque part en nous comme des choses qui se déroulent et souvent dans une inconscience. Il faut prendre acte de la puissance du modèle et prendre acte des enjeux que c'est. Hein. Je vous invite à faire l'expérience le plus souvent possible de décrypter régulièrement vos scénarios. C'est incroyable de décrypter. Vous êtes dans la rue, vous voyez un couple, qu'est-ce que vous vous racontez, quoi? Décryptez vos scénarios. Vous allez voir, la plupart du temps, vos scénarios sont validocentrés, sont hétérocentrés, sont normatifs à soi. J'aime donner cet exemple qui me fait toujours rire. Mais j'en ai régulièrement, hein, des comme ça. Je suis dans un supermarché, il y a un bébé dans une poussette, il y a un monsieur qui est juste à côté de la poussette. Bah, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait, mon mental? Il s'active et il cherche la dame. C'est un classique. D'accord? Alors, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Il y a juste cette prise de conscience que face aux autres, face à ce qui m'entoure, en fait, je construis des scénarios et ce qui est ennuyeux, c'est que non seulement j'enferme les autres dans des cases, mais je m'en prive aussi. Donc, on est tous perdants. Je vais faire un petit retour dans le temps. J'avais commencé à écrire cette conférence pour novembre 2020. Pas la peine que je vous dise pourquoi je m'étais arrêtée. J'étais à l'époque secrétaire générale du CEP et il fallait aborder les questions autour du handicap et de la sexualité par le focus des femmes. C'est né d'un agacement, cette histoire. Il n'y avait jamais de demande de renseignement pour une prestation d'assistance sexuelle à l'intention d'une femme en situation de handicap. Je faisais la répondance à l'époque. Il n'y avait quasiment jamais de demande de consultation pour des femmes en sexopédagogie. Et si ça arrivait, c'était toujours relié à un désir d'enfant et de grossesse. Il fallait aller dire à cette dame, peut-être que ça serait bien qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Et aussi, toujours cette question, ces femmes qui sont dans l'incapacité de marquer des limites. Il y avait aussi, on a fait l'expérience de l'espace rencontre qu'on a dû fermer, mais justement parce qu'il y avait très peu, voire quasi pas d'inscription de femmes. Donc voilà. Et à cette période-là aussi, on avait lancé en 2019 avec Michel Hurliman un atelier qui s'appelait Bien vivre son intimité. Et c'était fou, quoi. Cet atelier n'avait, entre 2019 et 2020, n'a jamais, jamais été mis en place dans une institution. Voilà. Donc, le constat qui était fait, c'était qu'elles n'étaient toujours pas invitées dans l'espace de l'intime et de la sexualité. Alors, à cette époque, je m'étais dit, ouais, il faut en parler, il faut ouvrir les échanges, il faut ouvrir les espaces, il faut imaginer des solutions. Et ce que j'avais commencé du coup à me questionner, double discrimination des femmes en situation de handicap, et j'avais trouvé de nombreux bouts de témoignages et des écrits, et notamment cette phrase assez connue: les femmes handicapées luttent à la fois contre l'oppression d'être des femmes au sein des sociétés dominées par les hommes et contre l'oppression d'être handicapées par des sociétés dominées par les femmes valides. Bon, on est content, ça date quand même de 1997. Hein.
À cette période-là aussi, le prix du CEP avait été donné à un travail de bachelor qui s'appelait Sexualité féminine et handicap, désir d'autonomie. Il avait été donné, attribué à Lisa Genoux. Et justement, ça mettait en avant que c'était source de multiples souffrances, en fait, ces représentations négatives autour de la sexualité des femmes en situation de handicap. Et que ça avait un impact sur leur santé. Parce qu'encore, on pourrait se dire, bon, bah, si au moins ça n'a pas d'impact sur leur santé, pas du tout, ça avait vraiment un impact sur leur santé sexuelle. Et donc, il était question de santé publique euh, pour changer les choses, pour que ça évolue. Pardon. Voilà, j'avais aussi à cette époque écouté, réécouté, réécouté, je crois, ce podcast Féminisme et handicap, les corps indociles. J'avais rencontré donc des démarches contestataires, par exemple les portraits auto-érotiques de Delphine Sier, qui, elle, a découvert son corps et sa féminité en se dévoilant en photographie, justement pour combattre l'image médicale que lui renvoyaient les séquelles d'une tétraplégie. Donc, vous pourrez avoir accès à ces photos. J'avais pris connaissance aussi du mouvement CRIP porté par Charlotte Puiseux. Le militantisme CRIP, développé par des personnes handicapées, se propose de sortir le handicap de ses carcans et d'en offrir une conception beaucoup plus radicale avec une stratégie de désidentification positive issue des disability studies et des théories queer. Le CRIP prend également ancrage dans le concept d'intersectionnalité. J'ai beaucoup apprécié, quand j'ai pris connaissance de ce mouvement, j'ai beaucoup apprécié cette idée qu'il est possible de performer et de passer en fait de l'invisible au visible. Ok, tu m'as vu, je suis là. Regarde-moi et regarde-moi à travers mon handicap. J'aime bien, j'avoue. Voilà, si vous allez sur le site de Charlotte Puiseux, vous allez voir une introduction à la théorie CRIP et plein d'autres informations hyper intéressantes. Il y a aussi le site et ce regroupement, surtout des dévalideuses, qui est un collectif féministe qui démonte les idées reçues sur le handicap. Et j'aime beaucoup leur phrase d'accueil qui dit que face à l'inacceptable invisibilisation des femmes handicapées dans le féminisme, nous nous sommes rassemblés, handi-féministes, nous portons la parole des femmes handicapées, nous sommes fortes, fières et nécessaires, et c'est surtout la parole qui est forte, fière et nécessaire. Je vous laisserai prendre connaissance de l'écrit. Et comme j'ai toute une pratique aussi autour de l'approche psychocorporelle et du lien à son corps, le mouvement du corps et aussi comme corps en tant qu'expression artistique, j'ai beaucoup aimé le travail de Noanger qui dit que le corps est plus affaire de représentation sociale, de discours et d'image que de naturel et de biologie. Et elle met à mal avec une intensité rare tous les préjugés liés aux personnes en situation de handicap. C'est intéressant. Je vous laisserai aller voir son film et elle remet tout à fait en question le corps. Qu'est-ce qu'un corps? Comment devrait être le corps? Qu'est-ce qu'un corps parfait? Et donc, du coup, le lien entre corps et corps désiré. Donc, c'est un appel à remettre en cause le modèle dominant de la sexualité humaine et un appel à questionner le lien entre le corps et le désiré. Toutes ces revendications sont à cet endroit-là et je trouve ça toujours d'actualité. Et ça résonne beaucoup en moi, et notamment les questions que ça soulève, c'est quand j'ai accès à ces femmes qui revendiquent, quand j'ai accès à ces mouvements, quand j'ai accès à ces minorités, est-ce que je suis d'accord de me laisser toucher? Suis-je d'accord de remettre en question des évidences? Suis-je d'accord de lâcher mes schémas, mes scripts tout tracés? Suis-je d'accord de me laisser vaciller? Suis-je d'accord de lâcher le connu?
Suis-je d'accord de perdre mes privilèges? Suis-je d'accord de perdre le contrôle sur ce qui va émerger? Et puis forcément la question, qu'ai-je à gagner? La deuxième invitation, ouais, après, donc il y avait le positionnement, il y a eu la question des enjeux, il y a la question de la discrimination. Et cette quatrième invitation, c'est de sentir, de vivre une expérience de discrimination, en fait. Est-ce que vous, allez chercher un petit peu à l'intérieur de vous, donc vous pouvez lâcher le mental, lâcher le travail du cortex supérieur pour vous remémorer à un moment de votre vie où vous avez vécu de la discrimination. C'était quand? C'était où? C'était en quelle occasion? Et avec qui? Est-ce que vous arrivez à revoir la scène complète? Vous, peut-être enfant ou adolescent, en train de vivre une situation de discrimination. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir l'impact que ça a eu sur votre vie par la suite? Qu'est-ce que cela vous a fait vivre sur le moment? Qu'est-ce que cela a ouvert chez vous? Où est-ce que vous avez été touché? Mais surtout, l'impact que ça a eu. Alors pour être un petit peu concret, je vais vous partager mon expérience de discrimination. Ça me fait rire parce que je commence à la répéter. Et donc j'ai eu comme enfant la chance de vivre une situation de discrimination en lien avec la voix et le fait de chanter. Enfant, j'ai chanté à un endroit une fois dans un espace collectif et j'ai chanté faux. Et ce jour-là, mmh, on m'a surtout dit que je chantais faux face à un collectif, dans un collectif, et il m'a carrément été demandé, à l'époque on manquait beaucoup de pédagogie certainement, on n'était pas trop dans l'éducation positive, et surtout d'arrêter de chanter. Alors autant vous dire que ça m'a fait vivre, à cette époque, beaucoup de souffrance certainement. J'avais été beaucoup touchée et l'impact que ça a eu, c'est que surtout pendant des années, j'ai plus chanté. J'ai trouvé plein de stratégies pour éviter de chanter. J'ai appris à faire semblant de chanter, à mimer le chant, heu et aussi, à éviter toute situation où je pourrais être appelée à chanter. Alors c'est pas vous allez me dire: «C'est pas grave, une vie sans chanter, c'est pas c'est pas la fin du monde». Je suis tout à fait OK avec ça. La question elle est pas là. La question elle est que quand même, c'était là et ça s'est inscrit quelque part en moi. Mmh. Et
ça a eu un impact parce que ça veut dire qu'il y a une partie de moi que quelque part, ben, j'ai pas développé, heu et voire surtout aussi, je me suis privée d'aller dans certains endroits, dans certains espaces, pour faire des nouvelles expériences. Mmh. Il était bien clair qu'une fois qu'on m'avait dit de plus chanter, autant vous dire que j'ai pas réessayé, hein. C'était assez radical. Alors, heu, donc vous voyez que quand même vivre une situation de discrimination pourrait avoir comme impact, en fait, l'impact il est assez simple, hein, c'est l'exclusion, le rejet, la mise à côté, la mise à distance, hein, heu, faire comme si ça, OK, ça c'est pas un truc pour moi. Pas de souci, c'est simplement pas un truc pour moi et il suffisait pas, même si après, de nombreuses années, j'ai vécu dans des milieux beaucoup plus hospitaliers, bienveillants et chaleureux, il suffisait pas du tout qu'on me dise: «Chante» pour que je me remette à chanter. Ça a jamais fonctionné comme ça. Mmh. Donc c'est vrai que je vous invite aussi à réfléchir, mais vous, si ça a eu comme impact, de fermer, et comment vous avez pu retourner dans ces espaces-là? Est-ce que vous avez pu, suite à une situation de discrimination, heu, vous vous permettre de revivre l'expérience, quoi? Comment ça s'est passé pour vous, ce fait de vous autoriser peut-être à revivre l'expérience? Alors en tout cas, pour moi, il y a pas ça suffisait pas qu'on me dise: «Chante», hein. C'était vraiment il y avait quelque chose d'inscrit qui ça sortait pas, quoi. Et puis après, j'ai essayé de m'offrir, des cours de chant parce que j'avais quand même bien compris que je ne chantais pas faux du tout, que c'était une expérience, heu, une c'était une mauvaise expérience et qu'il suffisait de le travailler et que ça reviendrait, enfin, j'avais conscience de ça. Mais ce que j'ai essayé après, en fait, pour dépasser ça, j'ai essayé de me mouler et j'ai donc essayé de répéter ma voix à différentes reprises en insistant beaucoup et oui, j'avoue que ça aurait pu marcher. J'avais appris à chanter des chansons assez moulées comme ça, mais c'est vrai que j'avais assez peu de plaisir par cette, voie d'expérience-là et donc du coup, j'ai dû refaire tout un cheminement, en fait, redonner tout un espace pour que je puisse moi-même retrouver mon propre cheminement à ma voix pour que je refasse corps, avec, mon instrument vocal et donc du coup, ça a demandé tout un cheminement et ce cheminement n'a pu se faire qu'avec des personnes dans une espèce de covoiturage, dans la confiance et la sécurité. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que si les femmes en situation de handicap sont exclues de l'expérience, du sexuel, de l'intime, de la rencontre, parce qu'elles n'y ont pas été invitées ou parce qu'elles en ont été rejetées, il va pas suffire de leur dire, «Allez, bah oui, vas-y quoi», de un et puis 2, ben, il va pas falloir leur proposer des modèles dans lesquels elles rentrent pas, parce qu'elles auront pas de plaisir à le faire. Donc nous allons être contraints, de les accompagner à faire leur propre cheminement pour se rapproprier cela. Donc ça, c'est vraiment un impact, sur nos pratiques professionnelles. C'est bien de savoir ça, c'est quand on a vécu de la discrimination un jour, ouais, suffit pas de faire comme si, on pouvait rejouer ça facilement. Pas du tout. Mmh. OK, donc de retrouver des endroits, des espaces de confiance et de sécurité pour se réautoriser à vivre l'expérience. Voilà. Alors partant de là, quelles sont nos propositions d'accompagnement? Alors déjà, l'importance d'avoir un positionnement clair. L'ouverture à une remise en jeu du modèle de la sexualité humaine. Je crois que c'est bien de remettre ça en jeu. Alors si je ne le remets pas en jeu pour moi, je peux au moins le remettre en jeu pour les autres, d'accord? Et puis de tout oublier autour de mes croyances, sur qu'est-ce que c'est qu'un corps désiré et désirable
Il y a aussi la conscience de l'impact de la discrimination et du chemin à parcourir pour renouer avec se vivre femme, singularité sexuée, aimée, aimable, désirable et désirante, oser s'afficher, sentir des élans de vie et rencontrer. Alors, je vous propose mon approche. Donc, en 2018-2019, j'étais membre du pôle compétences de l'association CEP et j'ai participé à la rédaction du métier de sexopédagogue spécialisé. La sexopédagogie spécialisée, c'est un accompagnement pédagogique dans le domaine de la sexualité selon la définition de l'OMS. Et il s'agit d'accompagner des personnes en situation de handicap dans leurs désirs, leurs choix et leur parcours de vie sexuelle, quel que soit leur handicap et quelle que soit leur sexualité. En 2020, à mes yeux, cette pratique, elle a toute sa valeur. La sexopédagogie, oui. Oui, oui, je pense que c'est une pratique parmi d'autres pour accompagner les gens. Et oui, la personne, elle est au centre, mais le qualificatif de spécialisé ne me correspond plus. Et la personne, elle n'est toujours pas souveraine de son cheminement, en fait. Et si la personne, elle n'est pas souveraine de son cheminement, elle est au centre, oui, mais elle reste objet, quoi. Donc pour moi, la véritable révolution serait de reconnaître mon ignorance de l'univers de cet autre que moi, qui seulement a priori me ressemble. Et mon mental n'est qu'un ensemble de croyances acquises qui m'agitent et ouvrent uniquement sur des solutions connues. Mon mental bloque ainsi l'accès à de nouvelles perceptions et à la construction d'une autre réalité. Donc, à travers l'exploration somatique, c'est un des outils que je propose, je fais l'expérience d'une immersion en moi. Et en moi, donc c'est moi, corps, sensible, si intime, qui ouvre au déploiement de mon être vivant. Je commence à sentir le corps comme vecteur d'être et comme source de création à ce qui est, et je développe une intelligence cellulaire à travers laquelle j'apprends à faire confiance. J'apprends à faire confiance à ce qui est et à l'information que ce corps me donne dans sa cellule et à cette information comme aussi quelque chose que j'ai à suivre pour savoir ce qui est bon pour moi. En fait, j'apprends à sentir. En 2018, Sphère Intime, c'est né de cette prise de conscience d'un espace intime existant à travers le corps, relié à l'esprit, propice à l'émergence de mes sensations, de mon monde imaginaire, de mes pensées, de mes ressentis, de mes désirs, de mes expressions spontanées. En 2020, je positionne mon approche de la sexopédagogie au service du réenchantement de l'intime, un espace sacré. Et j'ai différents outils, donc l'exploration somatique, l'expression artistique, le mouvement, le toucher, la méditation, le rituel et l'art du concile, mon lien à l'intime et aussi mon lien au vivant. Donc pour moi, la sexopédagogie, c'est où la conscience du corps guide les expériences et où chacun est responsable, autonome, indépendant, créatif de ses solutions. Donc cela passe par des auto-explorations sensitives de l'anatomie, la confiance en une intelligence corporelle reliée au corps et au cœur, et une ouverture à l'instinct. Les explorations somatiques en équilibre avec l'environnement donnent accès à des informations pour construire et vivre une sexualité libre et consentie. J'ai une grande aspiration à nourrir le vivant et cultiver le sensible avec douceur et délicatesse. Donc, j'ai différentes offres, une formation notamment à l'attention des professionnels. Pour moi, c'est important que les professionnels puissent se positionner. J'ai parlé au début de positionnement, j'ai parlé que les enjeux vont nous amener à vaciller, à re-questionner, à nous laisser toucher. Et l'importance, du coup, de faire alliance avec notre corps, à nous positionner sur qui je suis entourée de cette sphère intime, qui me permet d'aller soutenir l'autre dans sa singularité sexuée. Donc, une formation pour les professionnels et une formation aussi pour les professionnels, mais au sein des institutions, sur 3 jours, pour que les institutions puissent se positionner dans un système coopératif, ensemble. Je me déplace un petit coup.
Voilà, à côté de ça, c'est vrai que j'ai dans mes offres, il y a un carnet qui est un carnet d'accompagnement qui s'appelle Sphère intime, dont l'objectif est d'accompagner les personnes à réouvrir les portes de l'intime. Ouais, c'est ça le parcours Sphère intime. Donc de réouvrir les portes de l'intime pour vivre une sexualité libre et consentie, mais j'ai envie de dire surtout pour vivre des façons d'être en relation qui nous ressemblent et qui nous rassemblent aussi. Mmh. Et donc du coup, bah, là, je vous montre quelques pages de ce carnet. Il existe beaucoup d'autres approches à privilégier, d'autres offres par différentes voies et moi, je suis tout à fait, intéressée à toutes les voies de revendication par différents mouvements. Je pense important de garder les voies de la prévention des violences sexuelles et sexistes. Il y a les voies de l'éducation, de l'information et du conseil. Il y a soutenir les voies d'expérimentation. Il y a toutes les voies de créativité et d'expression artistique et toutes les voies de reconnaissance qui vont aller de l'avant. Nos pratiques professionnelles, quelles que sont les voies, elles doivent être au service de la personne. La personne, elle est sujet de l'expérience, elle est souveraine de sa sphère intime. Il y a une importance de savoir où nos pratiques se situent, de connaître quelles sont nos limites, quels sont les pourtours. Et comment ma pratique, elle coexiste dans un système coopératif avec cette idée que le système coopératif, si je le mets ensemble, c'est un exponentiel de pratique. Nous avons à avoir un point commun minimum, c'est de nous ouvrir à la rencontre, de nous engager, de nous laisser toucher et de nous transformer ensemble. Et surtout, 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 d'offrir aux personnes de maximiser les expériences. Et des expériences avec elles, mais aussi des expériences, des partages, hein, des expériences à vivre. Alors on a essayé, avec, Nadia Morand, on avait fait une liste, de certaines expériences à vivre. Ce sont des massages, d'explorer le corps charnel, d'explorer l'érotisme, de proposer des soirées sextoys, de découvrir des objets, d'accès à une auto-érotisation, des podcasts érotiques, d'ouvrir les sens, l'imaginaire érotique, des pornographies multiples, de sentir qu'est-ce que c'est que l'excitation, de pouvoir aussi la différencier du désir, de proposer des ateliers, de renforcer donc un développement personnel, d'ouvrir des loisirs, des possibilités de rencontres, de partage, de s'amuser. Oui, pourquoi pas, l'assistance sexuelle pour découvrir son corps intime, de vivre une sexualité partagée peut-être. Des groupes d'expression pour partager des vécus et s'informer. Des sites de rencontres, certains friendly, d'autres beaucoup moins friendly, c'est comme ça. Des possibilités de rencontres, donc vivre des rendez-vous, des apéros, des fêtes, des concerts, de se rencontrer, de s'amuser, des applis de rencontre. En fait, de partager la vie, rien d'autre, du vivant, de l'authenticité, de l'être ensemble, de partager. Merci. Merci à chacun de d'avoir pris le temps, d'écouter. Vous pouvez réécouter, vous pouvez aussi, la partager et vous pouvez aussi, m'envoyer, vos retours, heu, sur, l'adresse mail suivante: info@christinefayet.com.